Alors, nous allons accueillir 2 féministes engagées depuis de longues années pour le droit des femmes et qui portent aujourd'hui leur soutien à Fabien Roussel dans cette belle campagne. Je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour elles. Elles ont vraiment fait avancer la cause des femmes dans le pays. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Hélène Bidard, maire adjointe à Paris en charge de l'égalité, et Shirley Virden de la commission féministe du PCF. Bienvenue. Alors Hélène, en préalable de ce meeting, tu tenais à exprimer un grand message de solidarité pour toutes les femmes ukrainiennes aujourd'hui sous la menace de la guerre. Et oui, nous aussi, les féministes, nous voulons d'abord, dans ce moment de gravité, adresser un mot de soutien sororal aux femmes en Ukraine, au peuple en guerre. Les femmes qui étaient déjà victimes en Ukraine de la GPA, du porno, de la prostitution, des masculinistes et qui maintenant subissent les va-t-en-guerre. Alors un salut très sororal, d'abord à nos camarades féministes, les Femen, Ina et toutes les autres qui sont déjà réfugiées en France et dont les familles sont aujourd'hui sous les coups de feu en Ukraine. Le féminisme, c'est une lutte internationaliste. La solidarité internationale doit vivre au travers des luttes pour l'égalité femmes-hommes, avec les femmes polonaises en lutte pour le droit à l'avortement, avec les femmes afghanes qui subissent le retour des talibans, avec les femmes qui luttent contre le viol comme arme de guerre. Je veux citer d'ailleurs ici le docteur Denis Mukwege, qui protège les jeunes filles enlevées à des fins d'esclavage sexuel par les intégristes. Merci Hélène. Et quand on parle égalité femmes-hommes, il y a un sujet qui est trop souvent occulté, c'est celui de la santé. Qu'est-ce que propose Fabien Roussel sur le sujet ? Alors Fabien Roussel propose un plan national pour la formation des professionnels de santé sur les maladies et les symptômes spécifiques aux femmes. Il luttera par ailleurs avec les recommandations du rapport de la Haute Autorité de Santé publié en 2020. Car aujourd'hui, il faut le savoir, les femmes meurent davantage d'infarctus que les hommes. Pourquoi ? Parce que leurs symptômes sont considérés comme atypiques et non comme normaux. Combien de femmes souffrent et meurent du mépris des grands groupes pharmaceutiques ? Combien de femmes souffrent d'endométriose ? L'endométriose, ce sont des années d'errance médicale. Pourtant, une grande innovation médicale en la matière est quasiment passée inaperçue pour cette maladie qui touche une femme sur 10. Il s'agit du premier test salivaire de détection de l'endométriose à l'échelle mondiale, Endotest, qui associe biomarqueurs et intelligence artificielle. Oui, la question de la santé publique se lie à la question de la recherche, de l'innovation et également pleinement à l'objectif de la transition écologique. Les femmes et les plus précaires d'entre nous sont les premières victimes des politiques capitalistes polluantes, de la dégradation de notre environnement et de nos rapports sociaux reposant sur l'exploitation. Combien de femmes, dans le cadre de leur travail précaire, souffrent de maladies dues à l'exposition à des produits toxiques qui le sont aussi pour la planète et pour celle de l'ensemble de la population ? On voit aujourd'hui des injonctions à fabriquer son déo, son savon, ses protections hygiéniques. Mais pardon, encore une charge mentale. Cessons tout simplement de vendre ces produits toxiques. Le do-it-yourself, c'est bien. La santé publique, c'est mieux. Nous proposons, comme l'a fait Sébastien Laborde, nous proposions, comme l'a dit Sébastien Laborde, avec des élus courageux, la mise à disposition gratuite des protections hygiéniques bio sur l'ensemble du territoire, car il s'agit de produits de première nécessité. Et en parlant de santé publique, nous voulons que les grands groupes publicitaires cessent de matraquer nos murs et nos écrans de publicités sexistes. Ces publicités qui créent des corps et des visages qui n'existent pas, qui créent des complexes et des discriminations qui ne devraient pas exister. On nous vend de la merde pour nous faire du mal et tout cela pour un seul objectif, faire du profit. Fini. Oui, c'est vrai. Fini aussi la taxe rose, ce système qui fait payer plus cher un même produit aux femmes. C'est aussi ça, le droit au bonheur et aux jours heureux. Merci Shirley. Alors, nous voulons construire une société libérée des stéréotypes et aussi libérée de la culture du viol, Hélène, qui est très présente encore en France. Oui, c'est un fait, les violences sexuelles sont aujourd'hui banalisées par la culture du viol, véhiculées notamment par la pornographie. Les jeunes ont besoin dès l'adolescence d'une véritable éducation à la vie sexuelle et affective, au consentement, à l'égalité femmes-hommes. Nous ferons enfin appliquer les lois que l'éducation nationale ne respecte pas, faute de moyens et de volonté politique, pour systématiser une éducation au consentement, à l'égalité, au respect des corps et à leur caractère inaliénable.
Non, on ne vend pas son corps et sa sexualité. Je dénonce les dangers de l'industrie pornographique et les violences sexistes et sexuelles inhérentes à ce système. Les proxénètes ciblent les jeunes, les femmes, les plus vulnérables pour commettre des violences sexuelles contre elles. Nous soutiendrons la demande des associations de faire passer l'industrie pornographique sous le coup de la loi de 2016, visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, c'est-à-dire de traiter cette industrie comme du proxénétisme. Figurez-vous qu'on parle de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel mondial en exploitant le corps sexuel tarifé. Je le dis, je le redis, nous sommes abolitionnistes. La prostitution n'est pas le plus vieux métier du monde, c'est la plus vieille oppression. Nous sommes pour une sexualité réciproque, démocratique, sortie de toute oppression, y compris économique. On peut applaudir, on peut applaudir. Tu l'as dit, Hélène, Fabien Roussel est le candidat pour l'abolition de la prostitution. La prostitution est un fléau dans notre pays qui touche malheureusement de plus en plus de jeunes, y compris des mineurs. On estime entre 6 000 et 10 000 le nombre de mineurs prostitués sur notre pays. Que propose Fabien Roussel à ce sujet, Shirley ? Oui, on se demande si nous sommes donc les seuls à gauche à refuser que l'avenir des petites filles soit l'allocation de leur corps. Nous n'accepterons jamais que des femmes soient exposées en vitrine comme de la marchandise. Nous n'accepterons jamais que des petites filles soient enlevées des pays de l'Est, d'Afrique, d'Asie pour se retrouver dans des bordels, dans des réseaux pédocriminels. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles, oui, c'est aussi celle concernant les enfants. La pédocriminalité est un fléau. Ces dernières années, nombre de voix se sont élevées pour que l'action publique prenne ses responsabilités. Et avec Fabien Roussel, l'action publique sera pleinement mobilisée en faveur de la prévention et de l'action contre ces violences. Les moyens seront dégagés pour recueillir la parole des enfants, instruire, juger et sanctionner les pédocriminels. Des procédures d'alerte obligatoires pour les professionnels en lien avec les enfants seront mises en place. Je veux aussi vous parler des violences subies par les jeunes pris en charge au sein de l'aide sociale à l'enfance. Car la situation de la protection de l'enfance en France est catastrophique. Une situation dénoncée que l'on peine à entendre. Je pense notamment au combat de Lies Loufoque, à tous ces jeunes qui ont dû se battre 1000 fois plus que les autres, qui aujourd'hui aident à leur tour les jeunes sortis de l'ASE, grâce notamment à l'association Repère que je tiens à saluer. Ils aident des jeunes... Ils aident des jeunes qui ont subi violence sur violence, des jeunes envoyés dans des hôtels miteux, seuls à l'adolescence, faute de place, qui sont jetés à la rue le jour de leurs 18 ans et qui sont les proies des réseaux de proxénétisme et du suicide. La réalité est là, un SDF sur 3 aujourd'hui en France est passé par l'ASE. Avec Fabien Roussel, l'État garantira l'accompagnement des enfants placés par un avocat. Nous interdirons les placements à l'hôtel et les sorties sèches sans solution. C'est d'un vrai service public de la protection de l'enfance dont nous avons besoin. Alors, l'égalité, c'est au travail, l'égalité, c'est dans la société, mais l'égalité, c'est aussi dans le foyer. L'usine est aux prolétaires ce que la famille est aux femmes. La crise sanitaire a révélé au grand jour le rôle primordial des femmes, en première ligne dans les secteurs les plus indispensables à la société comme à la maison. Parlons charge mentale. Partager les tâches, c'est bien. Penser à le faire spontanément, c'est mieux. Ce qu'on appelle des tâches, c'est le travail domestique, le travail parental. Et selon l'INSEE, figurez-vous que c'est 1 000 milliards d'euros. C'est 50% du PIB qui repose essentiellement sur les femmes et qui n'apparaît tout simplement pas dans le budget de l'État. Les femmes sont les premières touchées par la précarité, le temps partiel imposé, le chômage. Le Haut Conseil à l'égalité rappelle que les femmes représentent 70% des travailleurs pauvres. Le minimum, c'est à travail comparable, salaire égal. Avec les jours heureux, Fabien Roussel mettra un terme au temps partiel. Les retraites seront augmentées, les congés maternité seront protégés. Les parents se verront garantir un congé parental, qui sera obligatoire pour les 2 parents. L'égalité du déroulement de carrière dans les entreprises entre les femmes et les hommes deviendra une obligation. Les femmes sont en première ligne de tant de métiers essentiels à notre société et pourtant non reconnus, invisibilisés. À présent, je vais vous faire rêver 2 minutes. Nous allons porter une fiscalité féministe. Nous adopterons une loi pour l'émancipation économique des femmes.
Nous organiserons la déconjugalisation de la fiscalité. Nous porterons l'individualisation de l'impôt et la revalorisation des allocations familiales. Nous voulons refonder la politique familiale de façon féministe et égalitaire, en réorientant ces sommes vers une allocation familiale de 200 € par enfant dès le premier enfant. Tous les droits sociaux seront également individualisés. Et enfin, nous demandons la fin de l'imposition des pensions alimentaires. Les contributions alimentaires d'un parent ne sont pas le revenu pour un autre parent, c'est pour s'occuper des enfants. Bref, une fiscalité féministe, une fiscalité de l'égalité. Alors vive les jours heureux, universalistes, laïques, féministes. Merci à vous deux. On peut les applaudir. Et vive la révolution féministe et les jours heureux. Merci. L'égalité comme condition du bonheur. Je veux donc, nous voulons donc l'égalité, la construire, la bâtir. L'égalité au cœur de toutes les politiques de la nation, au cœur de la République que nous voulons. Et l'égalité qui est au cœur de notre projet, c'est celle qui concerne les femmes. Car il est inadmissible qu'au XXIe siècle, la moitié de l'humanité subisse encore une telle discrimination durant toute sa vie. En faire une priorité, c'est d'abord lui en donner les moyens et en faire un objectif politique, un projet de société. C'est notre révolution féministe. C'est ça, une république féministe. Ce que nous voulons, dès le mois de juin, dès les élections passées, ce que nous voulons, c'est un ministère des droits des femmes de plein droit, de plein exercice, avec 1 milliard dédié contre les violences conjugales, pour l'égalité salariale, pour la lutte contre la précarité, toutes les précarités, comme la précarité menstruelle et bien d'autres encore. Le gouvernement en a fait une grande cause nationale. Ah ben bonjour. D'ailleurs, ces grandes causes nationales, grandes causes toujours. Encore une fois, et vous allez voir, encore une fois, ils vont se réveiller le 8 mars, peut-être la veille, journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Mais pour nous, ce n'est pas que le 8 mars, c'est toute l'année que nous aspirons à l'égalité, aux jours heureux. Les femmes subissent une triple peine, précarité économique, violence sexiste et sexuelle et mise en danger sanitaire. Elles sont les premières à subir les conséquences directes du capitalisme et du patriarcat. Ces conséquences sont mortelles, cruelles, injustes. Et ici, à Mérignac, nous avons aussi voulu, et je veux le faire ce soir, rendre hommage à Shahinez Daoud, victime d'un féminicide en pleine rue, et à travers elle, rendre hommage à toutes ces femmes, à leurs enfants, à leurs familles abandonnées par l'État. Comment cela peut-il encore arriver? Ne classons jamais les féminicides dans la rubrique des faits divers. Jamais. Ils sont le fruit d'une inaction politique qui laisse une femme être tuée par son conjoint ou son ex-conjoint tous les 3 jours dans notre pays. Oui, il est urgent que la société française opère un virage politique global, radical. Et je proposerai donc le vote d'une loi cadre sur le plan répressif comme préventif, accompagné d'une hausse considérable des moyens publics. Oui, il faut 1 milliard d'euros pour protéger les femmes. Il faut y mettre les moyens. Sinon, ça ne marchera pas. 1 milliard d'euros.
alloué à la lutte spécifique contre les violences conjugales et qui permettra d'apporter une réponse à la hauteur pour les endiguer. Je veux que toutes les victimes de violences sexuelles et conjugales puissent accéder rapidement, immédiatement, gratuitement aux soins en psychotraumatologie dans le cadre d'une prise en charge totale de la sécurité sociale. Ce n'est pas encore fait. Et je le dis et je le répète, ce n'est pas aux femmes victimes de violences de quitter leur domicile quand elles subissent des violences. C'est le conjoint violent qui doit partir. Et malheureusement, nous savons que ce n'est pas le cas et que c'est bien compliqué d'en arriver là. C'est pour ça que je veux travailler à la prise en charge des auteurs de violences. Mais il faut aussi que dans chaque département, il y ait un centre dédié pour l'accueil et le suivi des victimes afin d'éviter les parcours du combattant qu'elles doivent emprunter aujourd'hui, y mettre les moyens, les protéger, les héberger s'il le faut, avec leurs familles, avec leurs enfants. Et oui, aussi, la sécurité et l'accès à la justice sont un droit pour tous et pour toutes. Je sais que quand j'ai parlé de sécurité, certains m'ont cherché des noises et que j'ai été régulièrement attaqué là-dessus. J'assume et je veux le redire ici clairement. Je continuerai à défendre la sécurité et le droit à la protection de tous et de toutes et des femmes en particulier, mais aussi des femmes et des hommes victimes de discrimination en fonction de leur couleur, en fonction de leur sexe, en fonction de leur genre. Nous leur devons le droit à la protection sans distinction. Et donc, il faut investir dans la sécurité. Il n'y a pas d'alternative. C'est une condition d'égalité, parce qu'on ne vit pas heureux quand on vit sous la menace d'être agressé, parce que les femmes sont les premières victimes de l'insécurité. Disons-le. Et c'est pour ça qu'on veut investir dans la sécurité. Et pour que la sécurité de toutes et tous soit garantie, elle doit s'accompagner de moyens à la hauteur pour protéger, pour prévenir, et quand il le faut, pour réparer et pour sanctionner. Cela exige des moyens, des choix politiques pour renforcer le rôle et les missions des services publics, et de la police et de la justice. C'est pour ça que je veux augmenter les moyens pour la police, pour la formation des policiers, des gendarmes, mettre des moyens pour les enquêteurs, pour faire la lumière, pour croire la parole de la femme à chaque fois qu'elle vient la déposer dans un commissariat ou une gendarmerie. C'est aussi pour ces mêmes raisons que nous devons donner plus de moyens à la justice française. La justice française a été déshabillée par 20 ans de politique d'austérité. Elle est en bas de tableau des pays européens en nombre de magistrats par rapport au nombre d'habitants. En redonnant des moyens à la justice, aux enquêteurs, aux magistrats, les crimes sexistes et sexuels relèveront d'une cour d'assises et non d'un tribunal correctionnel. C'est ça aussi, la justice pour les femmes. Je mettrai d'ailleurs en place des brigades et des tribunaux spécialisés sur les questions de violences sexistes et sexuelles, car cela exige un temps, une formation, des compétences spécifiques que nous devons renforcer. Mais la lutte contre les violences sexistes ne peut pas se restreindre, bien sûr, à la seule répression. Il faut aussi une action forte dans la prévention. Je souhaite qu'elle commence dès le plus jeune âge, dès l'école. Il faut en finir avec cette société du patriarcat qui a déjà fait tant de mal aux femmes et qui, je pense, et je suis désolé de le dire,
perdure encore largement dans notre société. Oui, les garçons doivent apprendre, dès les petites classes et tout au long de leur scolarité, que les filles sont leur égales. Nous devons faire respecter dès l'école l'égalité de sexe comme l'égalité de genre. Des comportements, des expressions, les insultes, je le dis avec gravité, doivent disparaître définitivement de notre horizon. Il est intolérable que de jeunes garçons, des hommes, des adultes, puissent encore, dans la France du XXIe siècle, penser, dire même, qu'il est possible d'infliger une bonne correction à une femme. Imaginez l'association de ces deux mots, une bonne correction. Ces mots ont un sens, il faut les changer, il faut les bannir. Nous devons éradiquer ces comportements qui menacent la sécurité des femmes et minent de fait la société tout entière. Ils nous font honte. Cette éducation que nous devons repenser s'adresse aussi aux filles, naturellement. Nous devons les conforter, elles, dans l'idée qu'aucune domination n'est légitime. Aucune domination n'est légitime. Il faut aussi leur dire aux jeunes filles dès l'école que l'égalité des sexes et des genres soit désormais la norme, que l'égalité des sexes et des genres devienne la norme. Voilà ce que nous devons apprendre à nos enfants dès l'école. Il faut pouvoir enseigner et dire dès l'école que de pouvoir jouer au même jeu et avoir les mêmes droits, quel que soit notre sexe et notre genre, c'est la norme aussi. Et comme le chante si joliment Carla Luciani, l'amour ne cogne que le cœur. Voilà le message que nous portons et que nous devons à notre jeunesse pour une société d'égalité et débarrassée de ses racines machistes. Je tenais aussi à dire et à rappeler ce soir, pour que ce soit clair une bonne fois pour toutes, que pour nous, le corps humain n'est pas et ne sera jamais une marchandise. Jamais. Jamais. Tout ne se vend pas. Tout ne s'achète pas. N'en déplaise à ceux pour qui les seules valeurs qui comptent sont les valeurs boursières. Nous refusons la marchandisation du corps. Et donc nous respectons tellement l'être humain que nous sommes aussi totalement opposés à la vente d'organes, à la marchandisation du sang et du plasma. Ça va mieux en le disant, mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Mais nous refusons aussi la marchandisation du corps et nous ferons tout pour abolir la prostitution. Abolir la prostitution. Car aujourd'hui, 95% des femmes qui se prostituent sont en fait des femmes d'origine étrangère, exploitées par rien d'autre que des esclavagistes. C'est rien d'autre que ça. Et derrière cette prostitution, aussi, il y a des réseaux de pédocriminalité. Il y a derrière ces réseaux de prostitution une véritable industrie du sexe. Une industrie du sexe qui réussit à prendre nos enfants. Nos enfants. Nos enfants qui, du coup, se retrouvent totalement détournés de tout ce qu'il y a de plus beau dans une relation amoureuse, faite de respect du corps, de respect de l'autre et du respect de son plaisir, faite de découverte, faite de tendresse et d'amour. Alors les jours heureux, c'est dire non à la prostitution. Et c'est d'ailleurs dans le même esprit de lutte contre la marchandisation du corps que nous nous sommes engagés aussi contre la gestation pour autrui, la GPA, car pour nous un ventre n'est pas à vendre, ni à louer.
Et nous disons en même temps, la PMA pour toutes, oui, 1000 fois oui, mais la GPA, c'est non, 1000 fois non. L'égalité femmes-hommes, c'est aussi permettre aux femmes de décider de leur maternité. C'est pourquoi le droit à l'IVG sera inscrit dans la Constitution comme un droit fondamental, avec des moyens associés, et personne ne devra revenir dessus. Il faut le garantir en l'inscrivant dans la Constitution. Bien sûr, l'accès libre et gratuit à la contraception sous toutes ses formes et sur tout le territoire sera garanti. Et enfin, les révolutions sociales et féministes se mènent ensemble, en pleine complémentarité. L'une ne va pas sans l'autre, car ce sont les femmes qui sont aujourd'hui en première ligne de la précarité. Ce sont elles qui, à 86%, sont à la tête des familles monoparentales, à 86%. Ce sont elles aussi qui occupent majoritairement les métiers du lien. Écoutez-les, comme ils sont beaux. Assistante sociale, aide à domicile, assistante maternelle, aide aux enfants en situation de handicap, femme de ménage, garde d'enfants. Ce sont elles, les prolétaires du XXIe siècle. C'est ça le prolétariat des services que nous voulons remettre au cœur de la société. Ce sont elles et eux qui sont essentiels à notre pays. La crise sanitaire a révélé le rôle et l'importance de ces métiers, de ces héroïnes du quotidien. Il y a quelques hommes parmi eux, mais majoritairement des femmes quand même. Et pour nous, tous ces métiers, ce sont les plus beaux métiers du monde, les métiers essentiels, indispensables. Un trader, ça ne sert à rien. Elles sont indispensables et ce soir, nous leur devons un tonnerre d'applaudissements. Pourtant, nous sommes tous d'accord là-dessus. Et pourtant, malgré leur forte utilité, ces professions sont dévalorisées, sous-payées, précarisées, bien souvent en temps partiel, subies, avec des horaires tellement inconciliables avec une vie de famille, avec une vie avec des enfants. Ces emplois sont en plus appelés à se développer. Et nous en avons tellement besoin, il en manque tant. Oui, nous embaucherons 100 000 aides à domicile. Nous embaucherons et nous formerons 90 000 AESH pour aider nos enfants en situation de handicap. Nous embaucherons des assistantes maternelles. Nous formerons et nous embaucherons dans toutes ces professions où nous voulons tout simplement remettre de l'humain. Nous voulons remettre des relations humaines, remettre de la chaleur humaine et du temps pour pouvoir développer cette chaleur humaine. Combien nous disent qu'elles n'ont plus le temps d'avoir le temps de prêter une oreille, d'écouter la parole d'un patient, d'un malade, du temps et de l'humain. C'est pas si compliqué pourtant. Alors oui, nous voulons apporter une réponse progressiste, forte, à tous ces salariés, à toute la société. Et c'est pourquoi, et je voulais vous l'annoncer ce soir, je propose de mettre en débat un statut unique des métiers du lien et la création d'une nouvelle fonction publique de l'action sociale. C'est la fonction publique du lien, de l'humain. Créons-la, inventons-la ensemble. C'est la garantie d'un statut, c'est la garantie d'une formation.
Avec les jours heureux, nous voulons remettre l'humain au cœur de la société, vraiment. Nous voulons remettre les liens plutôt que les biens au cœur de toute la République. Toutes ces professions, de l'accompagnement de la petite enfance, de l'animation périscolaire, de l'accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées, seront considérées comme vitales dans notre République. Elles seront protégées par un statut et par un salaire de début de carrière qui ne devra pas être inférieur à 1 700 € net, 2 100 € brut. Il faut parler en brut. Vous savez combien d'emplois sont concernés aujourd'hui, sans les créations à venir, si je suis président de la République. Aujourd'hui, 1 300 000 salariés sont concernés. 1 300 000. Ce n'est pas une petite fonction publique quand même. Et il y en aura 1 800 000 au terme des 5 ans de mon mandat. Et une grande majorité de femmes seront de fait protégées socialement. À travers cette nouvelle fonction publique, je veux le dire en cet instant, parce qu'après j'aurai plus le temps de le dire, je voudrais rendre hommage à toutes les fonctions publiques, à tous les fonctionnaires, à tous les cheminots, les postiers, les douaniers, les magistrats, les catégories C de la territoriale et de l'État. Vous êtes importants, nous avons besoin de vous, nous vous aimons. Vive la fonction publique française! Et vous vous rendez compte que vous êtes tellement important que ces 10 dernières années, ils ont gelé votre point d'indice. Eh bien nous le revaloriserons. 30% d'augmentation pour la fonction publique. C'est ce qu'il faut faire pour rattraper les retards de ces 10 dernières années. Revenons à l'égalité femmes-hommes. J'ai bien conscience qu'il y a encore du chemin pour parvenir à l'égalité professionnelle femmes-hommes et surtout à l'égalité salariale. Et ça a l'air simple comme ça de dire il faut l'égalité salariale. Tout le monde le dit, tous les candidats, tous, ne vont pas mettre forcément les mêmes propositions derrière, vous me direz. Il faudra bien regarder. Il y a eu 14 lois en tout en 40 ans, depuis Yvette Roudy, pour promettre, garantir l'égalité salariale. 14 lois. Et encore aujourd'hui, malgré ces 14 lois, il y a toujours un écart de salaire de 16,5% entre les femmes et les hommes. Encore aujourd'hui, les femmes subissent ce fameux plafond de verre. Il y a quelques semaines, je vais vous raconter cette anecdote, j'étais invité par les étudiants de Sciences Po Paris. Ils me posent une série de questions et à un moment donné, il y a un professeur qui a voulu me donner une leçon. Et donc il a dit, Monsieur Roussel, je vais me permettre, ce n'était pas prévu, mais je devais vous poser des questions, mais je ne vais pas vous poser des questions, je vais quand même vous faire la polémique, parce que quand même, vous vous rendez compte, vous voulez l'égalité salariale femmes-hommes. Jusque-là, je ne prêtais pas beaucoup attention à ce qu'il disait, mais là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me veut sur l'égalité salariale femmes-hommes? Et il me dit, vous vous rendez compte, vous voulez l'égalité salariale femmes-hommes. C'est bien, mais enfin, Monsieur Roussel, ça coûte 140 milliards d'euros. Je vous avoue qu'à ce moment-là, j'ai arrêté, je n'ai plus bougé, je me suis retourné vers lui, et il continue. Et il dit, bon, on pourrait faire chacun un pas, augmenter le salaire des femmes et baisser celui des hommes. Mais vous vous rendez compte, c'est un professeur qui enseigne à nos enfants, à Sciences Po, les futures têtes, qui leur explique que ça coûte cher. Comment voulez-vous que ça avance? Comment voulez-vous que ça avance? Des professeurs. Bon, je ne vais pas mettre tous les professeurs dans le même sac et je fais confiance aux enseignants pour rectifier. Et en tout cas, il y en a qui pensent ça. Il y en a qui disent qu'il faut faire l'égalité par le bas, parce que ça coûte trop cher.
Non, mais c'est plus 5 fruits et légumes qu'on va manger. Hein. C'est les pissenlits par la racine, comme je lui ai dit. Hein. Non, mais... Jusqu'où ça va aller? Ils veulent l'égalité par le bas, eh bien nous ferons l'égalité par le haut. Point barre. Et ça coûtera ce que ça coûtera. Oui, nous contraindrons les entreprises à rendre effectif l'égalité salariale en 1 an de temps dans le secteur privé. Et si elles ne le font pas, je nommerai un administrateur judiciaire à la demande des syndicats pour le mettre en œuvre tout de suite. Et c'est l'administrateur qui le fera. L'État devra bien sûr montrer l'exemple en la mettant en place en 6 mois dans la fonction publique. Nous voulons bâtir la France du travail, la France de l'égalité et de la bonne paye pour tous et pour toutes. Fini, Monsieur Gagne-Pain et Madame Salaire d'Appoint. C'est l'égalité salariale que nous voulons. C'est tellement vrai, ça, que le salaire de Madame, c'est le salaire d'Appoint. C'est terrible. Même pour les personnes en situation de handicap, c'est présenté comme ça. Eh bien, avec nous, l'allocation adulte handicapé ne sera plus versée en fonction des revenus du conjoint. Quelle aberration de devoir le dire. C'est énorme de devoir mettre ça encore dans un programme en 2022. Il y a les places de parking, ils ont fait une belle campagne, l'APF. Si tu prends ma place, prends mon handicap. Ben moi je dis, si tu prends mon allocation, prends mon handicap aussi. C'est ça qu'il faut leur envoyer. Alors, dès la première séance du Parlement en juin 2022, dans 4 mois, nous déposerons ce texte tellement bien défendu par Marie-Georges Buffet et soutenu par tous les groupes de gauche et de droite même, pour la déconjugalisation de l'AAH. Et ce sera adopté dès septembre. Bien sûr, la bataille contre la vie chère, contre les bas salaires, concerne tout le monde, les femmes et les hommes, bien sûr. Et nous commencerons ce mandat par des mesures immédiates contre la vie chère et pour le pouvoir d'achat, en augmentant le SMIC à 1 900 € brut. Et le brut, ça compte. Et l'augmentation générale des salaires et le dégel du point d'indice des fonctionnaires. Et tout de suite, dans le même élan, nous porterons les retraites et la pension minimum à 1 200 € net et nous rétablirons la demi-part fiscale pour les veuves et les veufs supprimés par Sarkozy et Hollande. Et toujours dans le même élan, nous mettrons tout de suite en place pour la rentrée 2022 le revenu étudiant afin de garantir à nos enfants le droit d'étudier sans être obligés de travailler. Voilà, ça c'est pour vous. Oui, l'égalité comme condition du bonheur partagé, l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette révolution féministe, et bien sûr, vous l'avez compris, c'est pour ça que nous voulions y consacrer une soirée tout entière. Cette révolution féministe est l'un des piliers de notre projet, d'une France des jours heureux. L'égalité, c'est bien sûr l'égalité sociale. C'est la lutte contre les injustices sociales qui défigurent notre République. La France des jours heureux, c'est celle qui mettra donc fin, qui mettra un terme à la toute-puissance de la finance, des conseils d'administration, des grandes multinationales qui décident tout seuls entre eux du sort de nos entreprises et de nos emplois. Nous devons reprendre la main sur la finance, sur l'argent, enfin, que nous puissions décider de comment on l'utilise cet argent, au service de quels objectifs.
Oui, nous voulons une république nouvelle qui fait confiance à ses travailleurs et à ses travailleuses, à ceux qui produisent les richesses et leur permet de disposer de vrais droits d'intervention dans la gestion de leur entreprise. Réapproprions-nous nos outils de production. Faisons confiance au monde du travail, bon sang. C'est avec eux que nous pouvons produire autrement, en respectant autant les hommes et les femmes, la dignité humaine, qu'en respectant la planète, la biodiversité, nos ressources naturelles. C'est en faisant confiance aux salariés que nous modifierons nos modes de production pour tenir nos objectifs climatiques, entre autres. Oui, parce que nous, c'est l'égalité, c'est le travail pour toutes, pour tous. C'est un salaire, pas compliqué, un salaire, avec des cotisations qui financent une protection sociale, pas des primes, pas une carotte, c'est un salaire qui permet de vivre dignement, qui permet d'avoir des loisirs, de sortir, de se payer des vacances, d'élever ses enfants le mieux du monde en leur apportant tout le bonheur dont ils ont besoin et des sorties et des loisirs tous ensemble. Un salaire. Un salaire, c'est tout ça. Derrière le salaire tel que nous le présentons, il y a les jours heureux que nous voulons. C'est ça le salaire et la France de la bonne paye que nous défendons. Et ce salaire, nous le voulons pour tous et pour toutes. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu ce soir parler de l'égalité entre les femmes et les hommes et parler d'égalité sociale. Mes chers amis, vous l'aurez compris, sans révolution féministe, il n'existera pas de transformation réelle et profonde de la société. Parce que pour la mettre en œuvre, cette révolution féministe, il faudra plus que de la volonté, il faudra avoir le courage de s'attaquer au mur de l'argent et à la finance. Sinon, ça ne marchera pas. Et nous disons aussi que ce que nous voulons pour les femmes, ça vaut pour la France et ça vaut partout dans le monde. Et nous pensons ce soir à ces femmes qui se battent pour leurs droits et pour leur liberté dans le monde. Je pense aux valeureuses femmes kurdes, admirables de courage dans leur combat magistral contre l'État islamique. Je pense aux femmes iraniennes à qui la loi impose le port du voile et qui bravent l'interdit en se dévoilant dans l'espace public au risque d'être réprimées. Et je pense aux femmes d'Afrique qui se lèvent contre cette mutilation barbare qu'est l'excision. Oui, je pense et nous pensons à toutes ces femmes qui refusent les interdits que les hommes leur imposent sous couvert de religion. Nous pensons à elles, honneur à elles. Et bien sûr, je rêve d'une France et d'une République qui se battra à leur côté pour défendre partout dans le monde la liberté des femmes et les valeurs de cette République que nous chérissons tant. Ces transformations, cette révolution sociale féministe, nous la ferons ensemble, nous la ferons avec vous. Nous devons continuer de croire dans la force des valeurs de la gauche, de celle qui nous unit, de celle qui fait qu'aujourd'hui, on nous regarde avec intérêt. Nous pouvons porter cette gauche sincère, authentique, populaire, laïque, féministe, universaliste. C'est ça notre gauche. Elle est tellement belle quand elle porte tout ça, tout ensemble. C'est pas l'un sans l'autre, c'est tout.
pour les droits des femmes. Et nous avons décidé de placer ce meeting sous cette thématique qui est l'un des piliers du programme de la France des Jours Heureux. Le 8 mars, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Ce n'est pas ni la journée de la femme, ni la fête des femmes ou la fête de la femme. Ce n'est pas non plus la journée de réduction pour le maquillage, ni celle de réduction pour les produits ménagers. Mais nous, en fait, on le sait, on n'a pas besoin de ce rappel parce qu'on est profondément féministe. Et comme je vous le disais, c'est au cœur de la France des Jours Heureux que nous voulons construire avec vous et pour le pays. Et c'est pourquoi nous avons tenu à diffuser un clip pour l'égalité, parce que l'égalité entre les femmes et les hommes fait progresser toute la société. Merci beaucoup Hélène, merci beaucoup Shirley. Il y a d'autres féministes qui voulaient apporter leur soutien à Fabien Roussel, je dirais même une internationaliste, parce que c'est de l'autre côté des Pyrénées que nous avons eu un soutien d'une députée européenne de la gauche unie en Espagne. J'ai cité Sira Rigo, qui malheureusement n'a pas pu faire le déplacement qui a été retenu à Bruxelles, mais qui tenait à nous passer un message et apporter le soutien à Fabien Roussel. Desde España, mandar un abrazo enorme a los compañeros y compañeras del PCF. Os deseo los mayores éxitos en esta campaña electoral. Sí que aprovechar este foro, este espacio para hablar de feminismo, para contaros un poco la experiencia que tenemos desde España. El papel que ha jugado el feminismo a lo largo de los últimos años hasta que ha cristalizado este gobierno de coalición. Un proceso encabezado por el feminismo como gran movimiento de organización y de movilización popular, un feminismo impugnatorio, un feminismo que ha venido a cuestionarlo todo, que ha venido evidentemente a pelear por los derechos de las mujeres, pero también a decirle a la sociedad, a abrir una conversación en la sociedad en la que plantea que hay que cambiarlo absolutamente todo. No basta solamente con garantizar algunos derechos para las mujeres, necesitamos unas políticas de igualdad estructurales, necesitamos unas políticas que nos lleven a un estado en el que la equidad sea un principio y sea un valor. Y yo quiero destacar elementos fundamentales de lucha que nos han servido para movilizar y para incorporar a una nueva generación de mujeres a la esfera de lo político. Movilizaciones importantísimas como la huelga de mujeres del año 2018, una huelga extraordinaria, una huelga que consiguió movilizar masivamente a mujeres y una huelga que además contribuyó a poner en el centro del debate político cuestiones como las que os comentaba, cuestiones vinculadas a un cambio radical en la economía, a un cambio radical en la concepción de los cuidados, un cambio radical en las políticas que generen procesos de igualdad y que incorporen a las mujeres al ámbito de lo público y sobre todo que tengan en cuenta también la esfera de lo reproductivo como una esfera que se merece estar en igualdad al ámbito productivo. Y claro, evidentemente la movilización feminista ha servido para dotar de contenido político, de contenido programático, pero también ha servido mucho para la lucha ideológica, porque al final nosotras estábamos dispuestas a organizarnos para disputar los marcos de las ideas también. Hemos sido capaces de recuperar la tradición del feminismo de nuestras mayores, incorporarlo también a las voces más jóvenes que están mirando el mundo de manera diferente y que tienen necesariamente que aportar porque el futuro es de ellas sobre todo y el presente también. Y creo que con todo esto se ha conseguido componer un movimiento feminista que sabemos que es diverso y que es plural, pero que yo diría, o diríamos sobre todo las mujeres que estamos en Unidas Podemos, que es un feminismo anticapital. Ha sido muy útil para nosotras para concretar nuestra participación en el gobierno de coalición, planteando ejes fundamentales, ejes que además cristalizan en la acción de gobierno del Ministerio de Igualdad, como por ejemplo hemos conseguido una consideración importantísima, que es hacer de los cuidados una cuestión de Estado y no es una cuestión menor, la corresponsabilidad del Estado también en las políticas de cuidados, o la ley del sí solo es sí, que es una ley que nos protege de todas las violencias sexuales, muy avanzada.
Pero más allá, nosotras estamos convencidas del valor del feminismo en un momento de confrontación y de auge de la extrema derecha. En España, por supuesto, pero para el conjunto de Europa y sin duda también, por supuesto, para Francia. Creemos que la aportación, la mirada del feminismo permite construir lugares de llegada, horizontes hacia los que tenemos que ir, porque el feminismo que viene a impugnarlo todo, a cambiarlo todo, lo que plantea es que frente al modelo de odio, el modelo de no hay salida para todo, el feminismo lo que plantea es que hay una alternativa que no pasa por dejar sin futuro a toda una generación. Un modelo alternativo que plantea que se puede construir un mundo en el que nadie se quede atrás, en el que haya derechos para todas. Creemos que es una enorme aportación y creemos que nos permite avanzar políticamente y, por lo tanto, creemos que el feminismo no es una cuestión que nos interpele solo a las mujeres, sino que viene a construirlo y a redefinirlo todo. Ha sido un placer estar este ratito con vosotras. Os deseo mucha suerte y acierto en este proceso.